Bonjour Eric Emmanuel, bonne année. Tellement Bonjour Marc, meilleure année. elle ne peut être que bonne et au plaisir de te revoir dans les travées de Filigrane et en tant que client et surtout en tant qu'auteur. C'est très Ça important. manque, hein, ça manque. Alors, je le montre parce que c'est un véritable bonheur que d'avoir reçu le premier volume de La Traversée des temps, qui en comptera 8. Un tel bonheur que je me suis replongé dans mes petites collections et je me suis dit, bon sang, ça fait plus de 40 ans qu'on n'a plus des gros volumes en se disant, il y aura une suite, il y aura une suite, il y aura une suite. Et mon sang, l'histoire de l'humanité, à travers les yeux et avec le savoir-faire d'Éric Emmanuel, nom d'une pipe, on ne pouvait pas rêver mieux. Moi qui suis amateur de suspense, de thriller, je peux dire une chose, c'est qu'en plus de cette histoire de l'humanité grandiose, on a un véritable suspense. Ben, en fait, je me suis lové dans Alexandre Dumas. Je crois que j'ai aimé la lecture et la littérature parce qu'un jour, à 8 ans, quand mes parents avaient déménagé, que je n'avais plus d'amis, je suis allé dans la bibliothèque de mon père et j'ai tiré un livre. C'était Les Trois Mousquetaires. J'avais 4 amis pour la vie, j'avais la littérature pour toute la vie et le goût d'une littérature qui emporte, qui cavale. Et donc, tout le temps, pendant l'histoire, j'étais soucieux de ce qui est ce suspense, ces surprises, ces coups de théâtre. Comme j'ai planifié le roman sur 5000 pages, j'ai prévu encore des coups de théâtre à la page 5000, hein, je te rassure. Mais on peut comprendre pourquoi ça m'a pris du temps, parce que c'est absolument pas normal pour un écrivain de prévoir une trame aussi longue, mais c'est essentiel. Je veux qu'on ait le bonheur du récit et qu'en même temps, oui, on s'instruise et on réfléchisse. C'est l'œuvre d'une vie. Oui, j'avais 25 ans, je venais d'achever mes études de philosophie, et donc quand on fait des études, on ne lit qu'utile. Donc j'avais lu utile, des lectures obligatoires, que de la philosophie, des sciences et des sciences humaines pendant toutes mes études. Et là, ça y est, j'étais agrégé, j'étais assistant à l'université de Besançon, je finissais ma thèse, je me suis remis à lire de la littérature, qui est ma vraie passion. Et je lisais Marguerite Yourcenar, je lisais Mika Waltari, ce grand auteur finlandais, auteur de romans historiques. Et tout d'un coup, voilà, à 25 ans, j'étais traversé par cette idée, un homme immortel qui traverserait les temps et qui nous raconterait les grandes failles, les grands moments où l'humanité bascule, se réinvente et crée quelque chose sur lequel nous vivons toujours. Je me disais, voilà un personnage passionnant. Et tout de suite, j'ai eu l'idée qu'il serait ce qu'on appelait dans l'Antiquité un guérisseur, ce qu'on appelle aujourd'hui un médecin, parce qu'il a la passion de la nature et puis il a aussi la passion de l'humain. Et on va découvrir au fur et à mesure des volumes qu'il cherche le secret de la vie pour les autres, mais il cherche pour lui le secret de la mort. Parce que l'immortalité, c'est peut-être pas un cadeau. Je crois vraiment pas. Donc, j'avais tout de suite l'ambiguïté du personnage et le chemin qu'il allait faire. Mais alors voilà, j'avais 25 ans et je me suis dit, mais je suis incapable de faire ça. Je suis capable d'avoir l'idée, mais je suis incapable de le faire. Et comme tu dis, ça a été le projet d'une vie. C'est-à-dire que je me suis mis ça devant, en disant, un jour, il faut que tu sois capable de faire ça. Et j'ai lu pendant des décennies. Mais quand tu parles de l'immortalité et du fait qu'il va y avoir 5000 pages, cette histoire, tu peux encore l'inventer. Est-ce qu'à un moment de ce roman Fleuve, tu vas parler de ce satané virus? Oui, bien sûr. Tu vas le Euh, placer. Assez vite, d'ailleurs, assez Mhm. vite. Mais ce qui était fou, c'est que moi, j'avais déjà appelé le livre Paradis perdu et le virus est arrivé, le confinement est arrivé. Et les premières personnes à qui j'ai dit le premier tome de La Traversée des temps s'appellera Paradis perdu, tous m'ont dit, ah bon, vous écrivez sur le confinement? Non, j'écris pas sur le confinement. J'écris en confinement. Le paradis perdu, il y a toujours un paradis perdu. Je crois que c'est le propre du paradis, c'est que c'est marqué juste au niveau de la pancarte sortie. Hein. C'est quand on le quitte qu'on se rend compte qu'il y avait un paradis. Et dans ce livre-là, oui, il y a toutes les inquiétudes contemporaines. Il y a aussi les inquiétudes transversales qui sont celles de l'homme dans tous les siècles. Tout à l'heure, tu parlais de la sagesse, mais d'une sagesse inquiète. Je crois que c'est l'inquiétude
qui rend la sagesse nécessaire. Et nous sommes des consciences inquiètes. Nous sommes des consciences pleines d'interrogations sur notre présence au monde. Enfin, nous sommes habités par la conscience de notre destin et du fait que nous sommes éphémères. Et c'est ce qui a conditionné tout. Les religions, les spiritualités, les techniques pour survivre, la construction de la civilisation, etc., etc. Mais voilà, je parle d'aujourd'hui, mais quelle meilleure manière d'éclairer aujourd'hui que de parler d'hier, pour montrer à la fois ce qu'il y a de semblable entre toutes les époques et ce qu'il y a de différent. Et quand même, Semblable, tu as dit. Semblable. et dans ce premier tome, il y a un paradis perdu, c'est-à-dire il y a un rapport à la nature, sans doute qu'avaient nos ancêtres. En fait, un peu ma découverte, c'était en me mettant dans la peau de Noam à cette époque-là, je découvrais que on ne devait pas avoir de mépris du tout et de sentiment de supériorité par rapport à nos ancêtres, parce qu'ils occupaient un autre espace d'une autre façon, mais d'une façon assez jubilatoire. Tu étais fort, fort concerné par tout ce qui est judaïsme, sagesse juive et autres, et les références ne sont pas encore présentes dans ce volume, puisqu'au néolithique, il n'y avait pas vraiment de religion, mais il y avait des croyances, puisqu'on voit déjà qu'il y a certaines croyances. C'est là où tu peux mettre en place certains philosophes. Est-ce que cette sagesse juive et cette civilisation sera beaucoup présente ou pas dans cette saga? À un point qui me dépasse moi-même. C'est-à-dire, comme je suis en train d'écrire la suite, je suis en train de devenir un bibliste, un vrai spécialiste de l'Ancien Testament, parce que avec Gilgamesh en Mésopotamie, c'est notre premier grand récit des origines et notre première grande organisation du sens. Et tout va quand même, dans nos réflexions, va dépendre de ça. Donc, je n'arrête pas de tracer, de retracer ce qui est écrit dans les premiers livres de la Bible. Au point même que je me fais un herbier biblique à côté, c'est-à-dire que à côté du livre, j'écris sans doute ce qui sera un livre, qui sont mes interprétations de certains grands moments de la Bible, ma lecture à moi. Tu es présent dans nos rayons, dans plusieurs rayons. On peut même considérer que tu es également en sciences humaines, parfois un petit peu en philosophie, en littérature, en théâtre et autres. Pendant toute la durée que va durer la traversée des temps et surtout l'élaboration de cette œuvre majeure, est-ce que tu vas encore écrire des pièces? Tu vas encore te permettre certaines petites débauches littéraires? En fait, tu poses vraiment la question qui est au centre de ma vie en ce moment. C'est-à-dire que je comptais espacer les volumes de la traversée des temps. Et quand j'ai eu achevé le premier, je crois que j'étais un peu comme le lecteur qui le lit. Oui. Je me suis dit non, là, je ne les lâche pas. J'écris tout de suite le second. Oui, je voulais alterner, je voulais faire d'autres choses au milieu, mais je suis happé. Je suis happé par cette écriture qui voilà, mais elle est tellement mûre, elle a tellement été mûrie. Une vie s'est fait de choix et de nécessité, et tout d'un coup, j'ai choisi d'écrire cette grande traversée des temps, et maintenant, je n'ai plus le choix. C'est elle qui commande. C'est Noam qui commande, c'est Noam qui m'oblige à écrire tous les jours et à poursuivre l'histoire. Et j'adore, c'est une nécessité non seulement à laquelle je consens, mais c'est une nécessité dont je suis amoureux. Je pourrais te retenir des heures. Tu es un conteur merveilleux, tu partages à merveille. C'est un bonheur. Donc, on t'attend pour la dédicace maintenant, qu'on fixera très, très vite. Merci. Merci. Ne coupez pas.